Désolé pour le petit souci technique. Donc, je disais qu'il y a une partie assez importante qui est dédiée à la question de la biodiversité dans vos rapports de diagnostic. Avant de détailler les indicateurs, je voulais faire un petit rappel en fait de ce qu'est la biodiversité dans le monde agricole et d'un peu des enjeux auxquels on fait face en Wallonie. Euh, alors, donc la biodiversité, c'est vraiment important de se rappeler qu'elle s'exprime à plusieurs échelles. L'échelle à laquelle on pense en premier, c'est la diversité des espèces. Typiquement, bon, voilà, ici il y a quelques espèces qui sont présentées sur ce slide. C'est typiquement la biodiversité qu'on appréhende le plus facilement et qu'on observe le plus facilement. Euh, mais cette biodiversité, elle s'exprime aussi à une échelle inférieure, qui sont plutôt une diversité au sein des espèces. Alors évidemment, l'exemple ici est volontairement un peu provocateur, mais vous serez d'accord que tous ces animaux sont de la même espèce, ici en dessous, les bovins, mais ben, il y a une énorme variation, ici en termes de race, par exemple, entre les individus. Et donc cette diversité, elle s'exprime au sein du capital génétique, en fait, et est également intégrée dans le concept de biodiversité. Pareil, au niveau, si on remonte d'une échelle au-dessus des espèces, on a ce qu'on appelle la diversité des écosystèmes. En fait, il y a en Wallonie, dans le monde, des écosystèmes différents et qui abritent chacun une biodiversité différente. Et c'est vrai aussi dans le milieu agricole, les écosystèmes plutôt grande culture ne sont pas les mêmes que les écosystèmes plutôt prairies. Alors, pour bien comprendre, petit schéma ici pour expliquer que la biodiversité, elle a évolué avec les pratiques agricoles. En fait, ça fait à peu près 10 000 ans que l'agriculture dans nos régions s'est développée et qu'elle a eu pour effet principal d'ouvrir les paysages. Donc, si vous regardez le slide ici à gauche, avant cette transition, on avait plutôt des forêts dans nos contrées. Et l'agriculture a permis d'ouvrir les paysages, ce qui a permis à certaines espèces de s'installer chez nous et puis, au cours des différentes générations, d'évoluer avec les paysages. Et donc, c'est vraiment important de le garder à l'esprit parce que sur à peu près 10 000 ans, il y a des changements profonds dans les espèces et des adaptations qui se font. Et donc, ces espèces qui sont développées dans le milieu agricole, elles n'iront pas ailleurs. Donc, c'est-à-dire que si jamais, on ne peut pas se dire simplement que la biodiversité, on va la faire dans les forêts et que on va se concentrer uniquement sur la production dans le milieu agricole, parce qu'à ce moment-là, il y a toute une biodiversité qui dépend des milieux agricoles et des pratiques agricoles qui va disparaître. Donc ça veut dire que les solutions pour cette biodiversité, elles sont sur la matrice agricole et pas en dehors. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Un exemple assez typique, assez connu, ce sont par exemple toutes ces plantes messicoles, donc ce qu'on appelle les plantes de la moisson, comme le coquelicot ici, le bleuet par exemple, mais il y en a beaucoup plus, euh, qui elles dépendent directement du travail du sol. Donc vous arrêtez de travailler le sol, vous stoppez, vous passez d'un écosystème culture à un écosystème prairie et ces plantes ne disparaissent. Donc il y a vraiment un aspect important. On ne retrouvera pas ces espèces-là en forêt par exemple, et donc il faut vraiment faire attention à la gestion agricole pour les maintenir. Alors, c'est évidemment toujours très complexe. Parfois, il y a des pratiques on n'imagine pas toujours quels impacts elles peuvent avoir parce que toutes ces pratiques peuvent avoir des effets en cascade. Un petit exemple dont on a d'ailleurs parlé la semaine passée dans le cadre du webinaire, les substances qu'on donne aux animaux pour les guérir de diverses maladies peuvent se retrouver dans leur déjection. Ces déjections vont être décomposées par toute une série d'insectes et ces insectes-là peuvent être impactés par ces substances. Si ces insectes-là se retrouvent, le taux de mortalité augmente par exemple, ça va impacter aussi la chaîne trophique au-dessus, donc c'est-à-dire par exemple dans ce cas-ci les chauves-souris qui se nourrissent d'insectes et qui pourraient avoir une nourriture qui se raréfie et donc être impactées aussi. Donc vous voyez que parfois les effets sont en cascade et ne sont pas toujours là où on les imagine. Ce qui rappelle aussi, c'est que la biodiversité, elle est vraiment fondamentale dans nos sociétés, parce qu'elle fournit toute une série de services à la société qui sont indispensables au développement de nos civilisations. Alors, on le distingue souvent en différents types de services. On parle de services écosystémiques plutôt des régulations. Donc, on a par exemple tout ce qui est la lutte contre les ravageurs qui est réalisée par les auxiliaires. Mais il y a aussi évidemment les services de production. La production agricole est un service écosystémique qui est fourni par le vivant.
Mais alors, il y a aussi toute une valeur culturelle à la biodiversité. Quand vous allez vous promener dans les campagnes, etc., il y a un attachement à toute cette nature et elle a donc une importance capitale dans nos sociétés. Alors, un petit état des lieux de la situation. Voilà une courbe, par exemple, qui reprend le monitoring de toute une série d'espèces d'oiseaux qui doivent être monitorées, c'est une obligation européenne, en Wallonie, avec plusieurs courbes. Et la courbe qui nous intéresse, c'est surtout celle d'en dessous, donc la courbe orange, qui représente l'évolution des espèces des milieux agricoles. Et donc vous voyez que par rapport à 1990, on a une chute assez vertigineuse, en fait, des espèces qui dépendent des espaces agricoles. Donc c'est par exemple les perdrix, que vous connaissez probablement, qui elles sont vraiment fortement impactées et en fort déclin encore aujourd'hui. Et donc, c'est une des sources d'inquiétude et ça fait partie des choses qu'il faut chercher à stopper, des tendances qu'on cherche à stopper pour le futur. Autre exemple, au niveau de la flore, vous avez toute une série d'espèces messicoles, dont vous en avez parlé tout à l'heure, qui dépendent directement de la gestion agricole. Et vous voyez qu'il y en a déjà à peu près un quart qui sont éteintes et qu'au total, si on reprend les espèces éteintes et les espèces menacées d'extinction, c'est plus de la moitié. Et donc, on a vraiment des préoccupations pour essayer de faire en sorte que dans 10, 20 ans, cette tarte change et soit beaucoup plus verte et jaune que rouge et noir. Euh, tous ces chiffres-là sont disponibles dans l'état de l'environnement wallon, par ailleurs. Il y a quand même des améliorations, il faut quand même le préciser. Donc, par exemple, au niveau des chauves-souris, ici, cette courbe représente l'évolution des populations de chauves-souris pour 17 espèces présentes en Wallonie. Et on remarque qu'il y a une évolution plutôt positive, qui est probablement associée à l'arrêt de certains insecticides dans les années 70-80, si je ne me trompe pas, comme le DDT. Euh, euh, donc ça, c'est voilà, il y a quand même des aspects positifs, il faut le garder à l'esprit. Maintenant, attention que la référence de 1996 n'est pas forcément une référence où il y avait abondance de chauves-souris. Il y avait déjà eu des impacts assez négatifs. Donc idéalement, il faudrait que cette courbe continue de remonter pour rééquilibrer et assurer que ces espèces puissent continuer de survivre. Alors, on en arrive au niveau des pratiques. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc finalement, quelles sont les pratiques? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité et limiter les extractions qu'on vous a présentées? Alors, on s'est intéressé on a été voir un petit peu dans la littérature toutes les grandes pratiques agricoles qui sont les plus souvent citées comme ayant des impacts positifs, ou en tout cas des impacts sur la biodiversité. Et pour l'ensemble de ces différentes pratiques, on a fait un travail, on a été voir un peu dans la littérature scientifique si on avait beaucoup d'évidence ou non que ces pratiques étaient efficaces et avaient réellement des effets positifs pour toute une série d'organismes ici, de groupes en fait, que vous pouvez lire dans le tableau. Euh, et donc ce travail-là, ça nous a permis d'aboutir sur un système d'indicateurs qui correspondent aux indicateurs que vous avez dans vos rapports. Et donc dans ce système d'indicateurs, ils sont présentés sous la forme d'un triangle pour lequel donc à la base du triangle, vous avez les pratiques qui constituent vraiment la fondation pour que votre exploitation soit accueillante pour la biodiversité. Et plus on remonte la pyramide, plus on arrive dans des pratiques qui restent intéressantes, mais qui sont un peu plus ponctuelles en général. Et alors, chaque indicateur est traduit par un code couleur qui va du rouge au vert foncé. Et pour information, la pyramide que je vous présente ici, c'est la pyramide moyenne des fermes de Terrae. Donc ça peut vous donner une petite idée pour vous aider à vous situer. On va commencer par la base de cette pyramide, donc qui est le maillage écologique, c'est le premier indicateur, qui pour lequel vous remarquerez, si vous regardez le petit cadre rouge, on a énormément d'évidence, là il n'y a vraiment pas de doute, que c'est une pratique, le développement du maillage écologique est une pratique fondamentale pour permettre à la biodiversité de se développer. Alors, quelque part, qu'est-ce que c'est que le maillage écologique? C'est un petit peu toutes les petites infrastructures qui sont présentes au sein de la ferme et au sein de la matrice agricole qui permettent à la biodiversité à la fois de trouver refuge et de pouvoir aussi se nourrir. Donc, en général, ça fournit de la nourriture à ces animaux. Et quelque part,
cette biodiversité, elle dépend très fort de ces infrastructures. C'est un peu une version un peu schématique, mais si on représente un peu des paysages de plus en plus homogènes, où ces infrastructures sont de moins en moins présentes, on voit que toute une série d'espèces disparaissent et ne peuvent plus habiter dans ce paysage. Bien entendu, il y aura toujours des espèces qui vont y vivre, donc on va toujours observer des animaux, enfin, des animaux et des plantes, mais ça va être beaucoup plus homogénéisé, il y aura beaucoup moins de diversité. Et c'est bien la diversité qu'on recherche ici. Alors, quelques exemples scientifiques qui viennent de la littérature, c'est des courbes qui mettent finalement, enfin des droites ici, qui mettent en relation le nombre d'espèces d'oiseaux, le nombre d'espèces de végétales, etc., dans un paysage par rapport au pourcentage de ce qu'on appelle des habitats semi-naturels, donc c'est-à-dire tout le pourcentage d'infrastructures dans le paysage. Et là, il n'y a pas de doute, à chaque fois, on voit qu'il y a de nettes augmentations. Euh, un autre exemple pour quelques espèces que vous connaissez peut-être, comme le bruant foyer, le lièvre, la pie-grièche, etc., qui sont vraiment des espèces qui dépendent de milieux agricoles. On observe les mêmes tendances, qu'à chaque fois, en fait, il faut un certain pourcentage de maillage écologique dans la matrice agricole pour observer des réaugmentations pour ces différentes espèces. Et en général, il y a un peu des effets de seuil et on voit que c'est aux alentours des 6, 7, 8% qu'on commence à observer des vraies améliorations. Pour info, la petite carte que vous avez là en dessous, c'est la carte de la Wallonie qui représente la quantité de maillage qui est disponible. Et donc, on voit bien qu'au niveau du nord, dans les zones de grande culture, ben, on est en dessous d'1,5 %. Donc, on est dans des zones où il y a un gros déficit de maillage écologique. Là où dans les zones plus d'élevage, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Bon, si vous connaissez un peu la région, je pense que ça ne va pas trop vous surprendre. Donc, le maillage écologique, de quoi est-il composé? Ben, c'est tout ce qui est haies, arbres, bosquets, les jachères, les mares, toutes les prairies aussi du programme agro-environnemental, donc les prairies de valeur biologique, les prairies naturelles et les prairies à contrainte forte, à contrainte de gestion forte en zone Natura 2000. Et puis alors pour les mesures plutôt en grande culture, vous avez les tournières enherbées et les parcelles et les bandes aménagées, notamment du programme MAEC. Et enfin, on a aussi la mesure des céréales laissées sur pied. Toutes ces pratiques-là, toutes ces infrastructures participent au maillage écologique et ont l'avantage, dans ce cadre-ci, de bénéficier d'un financement via la PAC qui permet de dédommager les agriculteurs qui mettent ces structures dans leurs exploitations. Bien entendu, en fonction du type d'exploitation, on va favoriser plutôt des mesures prairies ou des mesures culture en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. Alors, une fois qu'on a installé un maillage écologique en suffisance, un autre facteur qui est important, c'est la conformation du parcellaire. En fait, la taille des parcelles est très importante. Pourquoi? Parce que si on a des très grandes parcelles et qu'on met tout son maillage dans un coin, on ne va pas obtenir le même résultat que si on a des plus petites parcelles et que les infrastructures sont réparties au sein de l'exploitation. Ça aussi, c'est largement prouvé scientifiquement. Et comment est-ce qu'on a prouvé ça? Ben, notamment, il y a plusieurs études, hein, mais il y en a certaines qui se sont intéressées aux anciennes frontières entre le bloc euh, communiste de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, par exemple, ici, on a une étude qui se fait à la frontière entre la République tchèque et l'Autriche, à peu près au nord de Vienne. Et à cette frontière-là, en fait, on a des très grandes parcelles dans le régime de l'Est, qui étaient plutôt des fermes communistes d'État organisées selon un modèle de grandes exploitations. Là où dans le bloc de l'Ouest, on travaillait plutôt sur des plus petites exploitations avec des plus petites parcelles et un parcellaire plus morcelé. Vraiment, comme vous pouvez le voir ici à l'image que je vous ai montrée, et si vous allez zoomer dans Google Earth, vous tomberez sur des images comme ça, donc ça existe toujours aujourd'hui. Et en comparant les deux paysages et en observant la biodiversité dans ces deux paysages, on peut se donner une idée de l'impact de ce facteur taille des parcelles. Euh, et voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc, la courbe est un peu compliquée, mais il faut surtout lire l'échelle verticale. Donc, ce que dit la courbe, c'est que si vous regardez, les petits carrés, ce sont les courbes qui sont en lien avec le bloc de l'Est, tandis que les petits ronds, ce sont les courbes en lien avec le bloc de l'Ouest. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a plus de biodiversité dans le bloc de l'Ouest parce que les parcelles sont plus petites que dans le bloc de l'Est.
Et puis alors, il y a un deuxième effet qui est illustré sur cette courbe, parce que cette étude-là spécifiquement s'intéressait aussi à ça. Il y a aussi plus de biodiversité dans les systèmes bio qui sont représentés en vert que dans les systèmes conventionnels. Euh, mais le message ici, c'est vraiment plutôt de se centrer sur la taille des parcelles. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver entre la taille du parcellaire et l'efficacité économique, évidemment. Alors, un autre effet de la taille des parcelles, c'est sur le biocontrôle. Donc, si on veut avoir une régulation plus naturelle des ravageurs, il faut que la distance entre le centre du champ et son bord ne soit pas trop élevée. Donc, si on montre la courbe ici, il illustre ici, donc c'est quelque part, cette courbe, elle illustre le biocontrôle qu'on peut attendre en fonction de la distance par rapport à un aménagement. Donc, la courbe rouge, c'est quand on a un aménagement de type bande fleurie, etc., ou une haie, par exemple. La courbe noire, c'est quand il n'y en a pas. Mais dans les deux cas, on voit que plus on s'éloigne de cet aménagement, moins on va avoir de biocontrôle. Une autre manière de le visualiser, donc si on a ici un champ, qui a un grand bloc, et que je redessine ces courbes rouges, euh, on peut constater qu'au centre, c'est schématique, mais qu'au centre, on a très peu de biocontrôle parce qu'on est trop éloigné de ces bordures. Et donc, une solution pour essayer d'améliorer ça, eh ben, c'est de redécouper les parcelles avec des infrastructures, par exemple bande fleurie, mais ça peut être aussi des choses, une infrastructure en tout cas adaptée, pour permettre au biocontrôle de se faire dans l'ensemble du champ. Et donc ça, c'est vraiment un truc, un levier important si on veut réduire la consommation d'insecticides et favoriser la régulation naturelle. Il faut repenser à la structure de son parcellaire. Ceci est un exemple, mais on peut aussi redécouper en alternant les cultures. Ça peut avoir son intérêt également. Euh, alors, on a parlé de pesticides tout à l'heure. Laurent vous a dit qu'on n'avait pas d'indicateur d'utilisation de pesticides, ce qui est vrai. Mais on a quand même ici un petit indicateur indirect. Comment est-ce qu'il est construit? Il est construit en fait en faisant le constat que les pesticides, ça dépend certes des pratiques agricoles. Donc, il y a des techniques agricoles qui permettent de réduire l'utilisation de pesticides, comme le contrôle biologique via des bandes fleuries, etc. On vient d'en parler. La réflexion sur les rotations, l'agriculture biologique, évidemment, le désherbage mécanique, etc. Mais les pesticides, ça dépend aussi très fortement des cultures que vous mettez sur votre exploitation. Donc, pour caricaturer, on ne va pas utiliser la même quantité de pesticides sur une culture comme la pomme de terre que pour aller dans l'extrême inverse, sur des prairies permanentes, par exemple, où on n'en utilise pas ou quasiment pas. Et donc, ça veut dire que les choix culturels, les choix des cultures que vous faites sont très impactants aussi sur l'utilisation de pesticides dans l'exploitation. Et donc l'indicateur ici, qu'est-ce qu'il traduit? Si vous êtes vert foncé, c'est que vous avez probablement beaucoup de prairies permanentes et beaucoup de cultures qui utilisent peu de pesticides. Si vous êtes plutôt vers le rouge ou l'orange, c'est que vous avez probablement un peu plus de cultures qui sont plus gourmandes, comme les betteraves, les légumes plein champ, les pommes de terre, etc., dans vos assolements. Et donc, un des leviers, évidemment, qu'il faut garder à l'esprit, que c'est pour réduire les pesticides, ou en tout cas éviter de les augmenter, c'est de maintenir ces prairies permanentes et garder des cultures qui sont moins consommatrices en pesticides et de développer, et évidemment aussi développer l'agriculture biologique. Donc, si vous êtes en agriculture biologique, vous serez probablement beaucoup plus proche du vert foncé sur votre indicateur. Petit exemple pour illustrer ça, voici la carte de la France qui montre un peu, donc c'est la carte d'utilisation de pesticides en France qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc dans les zones rouges, c'est les zones où il y a il y a le plus d'utilisation. Et donc vous voyez qu'on utilise beaucoup plus de pesticides dans le nord de la France ou dans les zones de viticulture, hein, là où on fait de la vigne, que dans des zones beaucoup plus de prairies, dans les zones montagneuses, etc., où là on n'en utilise pratiquement pas. Donc je trouve que c'était une assez bonne illustration. Et je pense que chez nous, on pourrait aussi avoir un peu un espèce de gradient nord-sud en Wallonie, où on aurait une utilisation beaucoup plus forte au nord d'ici en Centre-Meuse qu'au sud. Euh, Autre facteur très important, ça c'est plutôt pour les éleveurs, euh, c'est vraiment tout ce qui concerne la gestion des prairies. En fait, les prairies constituent des réservoirs de biodiversité en tant que tels et nécessitent une gestion adaptée pour qu'elles puissent se maintenir. Alors, on a deux indicateurs pour traduire cet aspect-là. Le premier, c'est tout simple, c'est la proportion
de prairies qui sont gérées en habitat, qui sont gérées sous contrat MAEC ou Natura 2000. Donc, si vous avez une bonne proportion de prairies naturelles en MB2 ou prairies de valeur biologique dans vos assolements, vous allez vous rapprocher du vert foncé. Là où si vous n'en avez pas, vous serez probablement plutôt vers le rouge. C'est vraiment un facteur important parce qu'il y a toute une biodiversité qui n'est présente que dans les prairies et qui nécessite des pratiques adaptées telles que celles proposées dans les MAEC pour être maintenues. Autre indicateur, ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est la charge en bétail. Donc la charge en bétail, en fait, elle traduit quoi? Elle traduit un niveau d'intensification globale de l'exploitation. Et plus les prairies sont intensifiées, moins elles seront diversifiées parce que vous allez sélectionner les espèces qui sont les plus compétitives dans un environnement azoté. Et donc à ce moment-là, donc, quand vous fertilisez, forcément, toutes les espèces qui sont plutôt de milieux pauvres disparaissent parce qu'elles sont moins compétitives et sont remplacées plutôt par des graminées compétitives. Et donc, l'idée de la charge en bétail, c'est que ça traduit un niveau global de l'intensification de la ferme. Et il y avait une petite étude qui avait été faite qui montrait qu'on a quand même beaucoup plus de chances de trouver des prairies haute valeur biologique, donc c'est-à-dire des prairies très diversifiées dans des exploitations avec des charges en bétail faibles que dans des exploitations avec des charges en bétail élevées. C'est ça qui justifie la présence de cet indicateur. Pour information, on a récupéré à peu près les mêmes seuils que l'éco-régime prairies permanentes. Et donc, vous avez un paiement qui est distribué aux agriculteurs qui maintiennent les charges selon le tableau que je vous présente ici sur les slides. De toute façon, les slides vous seront disponibles. Donc, si vous voulez aller revoir ça, si vous ne l'avez plus en tête, vous pouvez retourner dessus. L'indicateur est calculé en principe comme dans la PAC. Je ne promets pas que c'est exactement la même chose, mais l'objectif, c'est d'avoir le même indicateur. Donc, c'est les mêmes surfaces qui sont prises en compte. Alors, j'arrive au bout. Vous remarquerez quand même que j'ai pas présenté tous les indicateurs, hein. Il y en a certains que Laurent vous a déjà présentés. Donc, pour tout ce qui est travail du sol et interculture, ont aussi des impacts au niveau biodiversité, notamment pour tout ce qui est vie du sol. Ce sont les mêmes indicateurs que ceux que Laurent vous a présentés. L'indicateur gestion du parasitisme, à ce moment-là, on va vous renvoyer vers le webinaire qu'on a fait la semaine passée, qui est disponible sur la chaîne YouTube, si vous voulez un peu en savoir plus sur cette thématique et quel lien on peut faire avec la biodiversité. Et alors, il y a encore deux petits indicateurs au-dessus qui concernent en fait certaines précautions qu'on peut faire lors de la fauche, principalement, pour limiter la mortalité. Donc, c'est typiquement faire le tour, enfin, avoir un itinéraire de fauche adapté, c'est-à-dire pas centrifuge pour éviter d'enfermer les animaux à l'intérieur de la prairie. C'est essayer d'effaroucher le gibier avant de monter sur la prairie avec sa faucheuse et de limiter l'usage des conditionneurs. Donc les conditionneurs, en fait, ont un impact assez fort sur les insectes. Donc si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc voilà le genre de choses. Et puis enfin, tout au-dessus, ce sont toute une série de petites infrastructures qui peuvent être présentes sur la ferme, comme les nichoirs, les perchoirs, les, des arbres morts laissés sur les pâtures, etc., qui peuvent aussi avoir un intérêt pour la biodiversité. Voilà, donc nous, on en a terminé au niveau de la présentation. Je vous propose qu'on puisse rallumer nos caméras. Et si vous avez des questions, quel que soit le sujet, hein, pour l'ensemble des indicateurs, n'hésitez pas à nous les poser. Ou pour